Bonsoir, bienvenue dans Backcheck. On aura une super émission parce que cette soirée a été très prolifique en but. Il y a eu de nombreux rebondissements et on va un petit peu voir d'abord avec toi, Serge, qu'est-ce qui t'a marqué ce soir? Disons que ce soir, les équipes classées sous la barre en grande forme. Bienne a eu des problèmes ce week-end contre Lausanne, ça va beaucoup mieux. 6-0 ce soir contre Ambry. Et Lausanne continue sur sa lancée, marque 6 buts ce soir, dont 4 en powerplay. Elle remporte les 3 points à Genève. Et Fribourg signe aussi un succès important sur la route face à Zoug. Mais l'image de cette soirée, regardez, c'est le coup de colère de Damiano Tchatcho. On jouait dans les 3 dernières minutes du match, son équipe menait. Il y a eu une scène un petit peu litigieuse devant lui, il n'a pas du tout aimé. Il est allé engueuler son défenseur. Toujours en compagnie de Serge Pelletier, de Roland Guay, de Stéphane Rochette pour cette soirée. Et le premier match qui va nous intéresser sera la rencontre entre le leader et des Levantins qui restaient sur 2 petites défaites au temps supplémentaire. Des Biennois, eux, qui étaient sur 2 défaites tout court. Et les Biennois ont tenté de dire qu'ils allaient bien remettre l'église au milieu du village. Ils ont passé, Roland, une soirée tranquille. Vous nous l'avez dit dans l'entrée de Backcheck, ils ont pu dérouler aujourd'hui le premier but signé Nguyen Schwander, là, qui va être le premier d'une belle série. Oui, ils ont déroulé. Dans les buts, c'était Manzato, hein, c'était pas Benjamin Kotz qui était dans les buts. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le sentiment que Bienne a vraiment été impressionné par cette équipe de Ambry ce soir. Très rapidement, ils se sont mis à l'abri et aucun souci pour aller chercher une victoire après les 2 défaites du week-end contre Lausanne. Il y a eu pas mal de largesse défensive, Serge, aussi, hein, qui ont facilité le travail des Zélandais. Oui, effectivement. Beaucoup d'espace laissé libre du côté d'Ambry ce soir. Et puis, bien avec leur vitesse et leur force de frappe, on a profité. Ensuite, il y aura le 3-0 et le 4-0, Stéphane, qui vont être inscrits en supériorité numérique. On sait que Bienne n'est pas la meilleure équipe dans ce registre, mais à force de lui donner aussi des situations spéciales, eh bien, on en profite pleinement. À force de jouer, à un moment donné, tu finis par trouver la faille. C'est Brunner là, qui était bien. Bon tir sur réception ici, un long rebond. Manzato, on peut laisser à lui-même. On dit que toujours le rebond, c'est pour les défenseurs, mais là, il est derrière la cage, puis il se sert du gardien. Sauf erreur, il se sert du gardien pour... regardez, il va vraiment lancer le puck dans le dos du gardien. C'était voulu, ça. C'est ce qu'il essayait de faire, Brunner. Regardez son sourire en dit long. Sur un sourire narquois. 3-0 après 20 minutes de jeu. Roland, on pensait peut-être que Luca Cereda allait changer son gardien. Il a gardé confiance, en tout cas pendant la pause à Manzato. C'est le style Courtois, hein? On fait ça maintenant, vous savez, on regarde les gardiens même quand on encaisse des buts. Non, finalement, après, il a quand même changé parce qu'on a pris un but très, très rapidement du côté de Ambry au début du tiers suivant. Et là, à ce moment-là, il a changé le gardien. Justement, ce but, on va vous le proposer. Regardez, c'est le 4-0, un nouveau but en situation spéciale. Il y aura même 2 buts qui vont tomber coup sur coup à 20 minutes 41 et 21-18 à 5 contre 3. Serge, c'est peut-être encore plus facile. Oui, effectivement, c'est un dispositif de power play qui joue avec 3 joueurs à la même hauteur, donc ça devient difficile de couvrir justement lequel qui va recevoir la passe. Et puis Ambry s'est fait surprendre avec la passe directement aux joueurs dans la position centrale. Le 5-0, donc après 21-18, là, il y a tout qui sourit pour Bienne. Il n'y a pas vraiment d'opposant aujourd'hui. Bienne a peut-être compris qu'il ne reviendrait pas avec des points dans son escarcelle, Stéphane, pour ce déplacement. Ben, écoutez, sur l'ensemble du match, les tirs, c'est 30-32. Hein? Donc 6-0, ça paraît cinglant, mais encore une fois, un maximum de réussite pour Bienne. Donc il y en a eu moins contre Lausanne le week-end passé, mais Bienne, messieurs, c'est 3,6 buts marqués par match. C'est l'équipe qui marque le plus de buts dans cette ligue-là. C'est 58 buts marqués en 16 matchs depuis le début de l'année. L'équipe la plus proche d'elle, c'est Lugano. Il en marque 3 par match. Donc, ils sont sur une autre planète offensivement. On l'a dit, la force de Bienne, c'est sa force de frappe offensive. Et ce soir, c'est assez évident. Et on a changé de gardien, évidemment. Pas forcément la faute de Manzato, mais à un moment donné, tu veux changer le rythme. Tu ne veux pas humilier ton premier gardien.
Ça, c'est pas la mode Del Curto. En fait, Roland, pour battre Bienne, il faut contrer son offensive pour espérer pouvoir gagner le match. Parce que si on pense que les Biennois marquent 4-5 buts par match, on n'a aucune chance de prétendre à gagner contre eux. Mais moi, ce qui m'épate avec cette équipe de Bienne, c'est qu'elle maintient son rythme. C'est-à-dire qu'au début de saison, on s'est dit, à un moment donné, ça va s'essouffler. On aurait pu le croire aussi après ce week-end, hein. Match compliqué contre Lausanne. Non, ça continue à sourire, ça continue à marquer, et tout le monde continue à marquer. Ça peut venir. Le danger vient de partout avec cette équipe de Bienne. Moi, je suis toujours impressionné par ce HC Bienne. Force offensive. Très grosse force offensive, Serge. On appelle ça de la profondeur. Donc, on a vu déjà le premier but qui est marqué par Nohan Chander, qui est un joueur de 4e trio, de 4e bloc du côté de Bienne. Donc, c'est de la profondeur. Le danger peut venir de partout. Donc, ça crée un peu des maux de tête aux adversaires et puis aux entraîneurs adverses également. Moi, je demeure persuadé qu'on n'est pas si fort que ça. Si vous regardez le contingent en défense du côté de Bienne, on n'est pas si fort que ça. On est bon au goal, on est très moyen en défense au niveau du talent. On est très fort à l'attaque. Alors, je vais sortir un adage, un vieil adage qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. L'attaque. Ouais, et 6 buteurs différents ce soir sur la table des marqueurs du HC Bienne qui montrent, comme le dit Serge, que le danger peut venir de partout. Et à l'interview, je vous propose un des 6 buteurs. Il a inscrit le 4-0 ce soir, c'est Damien Ria. Damien Ria, vous réalisez le carton de la soirée 6-0 face à Ambry. Après 22 minutes, il y avait déjà 5-0. Il n'y a pas eu de suspense ce soir à Bienne. Non, je pense qu'on est vraiment rentré dans le match fort. Après 2 défaites, il fallait une réaction et puis c'est ce qu'on a montré aujourd'hui. Vous avez marqué également 4 buts en powerplay, l'une des clés de la réussite zélandaise. Ouais, je pense que ça nous fait vraiment du bien parce que depuis le début de la saison, on avait un peu de peine là-dessus, mais peut-être que c'est le début d'une série longue de buts en powerplay. Vous avez été élu joueur du match, vous sembliez surpris à l'issue de la partie, non? Ouais, ça aurait pu être moi comme un autre. Le gardien a fait un gros match aussi. Mais voilà, ils ont choisi moi, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, sympathique de voir Damien Ria sourire. C'est vrai que l'homme du match pouvait venir un petit peu d'un des 6 buteurs ou même de cette force d'équipe, mais on ne récompense pas le collectif, mais bien un joueur en cette fin de rencontre. Un match de la peur maintenant. Vous l'avez vu derrière moi, les 2 locaux, ceux de Rapperswil et du HC Davos. Match ô combien important avec ces 3 points en jeu. Et on ne va pas se le cacher, le match de la peur s'est ressenti sur la glace aussi, messieurs, parce que le premier but tombe après 41 minutes et 20 secondes. Il fallait bien finalement qu'un but arrive. Serge, il est pour Rapperswil avec cette déviation de Schlagenhoff sur un tir de Schmuckli. Oui, effectivement. On voit de nouveau l'importance de gagner les mises en jeu. Alors, c'est une mise en jeu gagnée justement par le joueur lui-même, Schlagenhoff, qui se dirige au filet par la suite pour dévier le lancer de son défenseur. 44e minute de jeu. Après, on va passer à l'analyse suivante pour vous dire que Rapperswil n'était pas loin de mettre KO la formation d'Arnaud Del Curto, puisqu'il y a cette scène qui va conduire au 2-0. Le but d'Olin annulé. Finalement, après avoir vu les images, Stéphane, but du patin. Du patin. Regardez, il est tout à fait conscient que le puck vient, met son patin contre la rondelle. L'année passée, je pense que ça aurait été un but. Il avait le droit de rediriger cette année. Ça fait aucun doute que il sait très bien que le puck arrive sur son patin. Donc, pas de but. Bonne décision des officiels. La première d'une série de décisions qui vont être... On va vous expliquer tout ça. Hein. Dans la suite, il y aura matière à discuter, vous le verrez. Et finalement, si Davos ne frise pas le code, ils réagissent derrière avec le but égalisateur. On joue les 5 dernières minutes et Redin, Roland, qui égalise en situation spéciale. À 5 minutes de la fin, donc on a quand même tremblé du côté de Davos, tout seul. Après, c'est vrai qu'on était en powerplay, mais il s'est retrouvé quand même bien esselé notre ami Rodin de l'autre côté pour aller battre Niffeler. L'exécution est excellente. Hein? Enfin, un sauceur peut être tir sur réception, là, honnêtement. Rien à dire, les 2 étrangers qui ont fait le job sur cette séquence-là. Il y a eu ensuite les prolongations. Et on arrive au tir au but, aucun but marqué sur les 9 premiers tireurs. Et arrive Enzo Corvi, on en discutait vivement en fin d'émission. Alors, but victorieux. Serge, on revient vers toi. Ton avis, les arbitres sont allés voir la vidéo. Il y a forcément matière à discuter avec ce but où le puck échappe à Corvi, il va le récupérer avant de marquer. C'est clair. Comme Stéphane a mentionné au niveau du règlement, on parle, je veux dire, que le puck
doit continuer à progresser vers l'avant. Pour moi, je suis désolé, mais je crois que le puck ne progresse plus vers l'avant. Et puis Corvi doit faire un détour pour aller rechercher le puck derrière lui. C'est pourquoi je crois que ce pénalty-là ne doit pas être accordé. Et Roland, vous n'êtes pas du même avis? Pas du tout d'accord. Pour moi, le but, on va le voir peut-être sur cette image, l'arbitre va valider le but dans un premier temps. Et donc, comme le répète souvent Stéphane, quand le but est validé, il faut une preuve irréfutable qu'il faut inverser la décision. Et là, sur les images qu'on a, moi, je ne vois pas une décision irréfutable comme quoi le puck est revenu en arrière. Ouais. Bon, moi, je suis obligé de trancher ou bien? Ben oui. Mais moi, c'est l'ancien arbitre qui va départager le... Mon feeling sur le live, c'est pas de gars. Puis après, quand je regarde, c'est l'angle. C'est vraiment difficile parce que est-ce que Corvi, quand il échappe la rondelle, est-ce que le puck revient un petit peu en arrière ou il reste sur la même ligne? S'il reste sur la même ligne, bien, il ne progresse plus vers l'avant. Donc, il devrait être refusé. S'il revient en arrière, bien, il revient en arrière. Le jeu est mort. Et on n'a pas la preuve, comme dit Roland. C'est du feeling, Stéphane. Là, c'est du feeling. On n'a pas la preuve que le puck est revenu en arrière. Donc, finalement, on fait confiance aux arbitres, c'est une zone grise. Donc, Stéphane, ton feeling sur l'action, avant d'aller voir le vidéo, c'était pas de but. Moi, j'aurais dit non. Sur l'Atlas, j'aurais dit Mais non. tu l'aurais annulé directement? Je l'aurais annulé directement. Voilà. Ben, écoute, je ne suis pas à la hauteur de l'Atlas, je ne suis pas dans les circonstances. Après ça, mais là, j'étais ici avec vous, j'ai dit non, pas de but, le puck est revenu en arrière. J'aurais dit non, probablement. J'aurais même arrêté le jeu, je pense. C'est facile à dire. Parce que ça, tu t'attends pas à ça. Tu dis, comme arbitre, tu es un peu relax dans cette garde. Ouais, comme il revient en arrière, il ne progresse pas, ce puck. En tout cas, il ne va pas en arrière, il va sur le côté. Il faut sortir l'écart. S'il revient directement sur une ligne de côté, il ne progresse plus. Écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais dans ces... Comme arbitre, là, moi, je l'ai vécu. Quand tu arrives à une fin de match comme ça, tu arrives dans un tir de barrage, tu relaxes un peu parce que tu dis, bon. C'est rare qu'il y ait un penalty litigieux, tu relaxes un peu. Donc, je pense que sur le moment, les deux sont là, puis ils regardent, il se passe quoi? Puis là, ils donnent le but. Puis après ça, ça se met à tourner dans ta tête. Bon, mine de rien, Serge, les deux équipes se partagent les points ce soir. Ça ne va pas arranger leur situation ni leur confiance personnelle. Non, je pense que, c'est clair que c'est quand même un match qui était important pour les deux équipes ce soir. Je pense que Rapperswil veut gagner des matchs. Ils ont un début de saison difficile. La même chose du côté de Davos. Et puis que ça se décide sur un épisode un peu litigieux, c'est un peu dommage pour la situation des deux équipes. Prochain match au menu, c'était celui qui nous a occupé toute la soirée, notre match studio, le derby lémanique entre Genève Servette et le Lausanne Hockey Club. Beaucoup de buts dans cette rencontre. Ça commence avec l'ouverture au score de Mercier et qui va permettre de mettre devant Genève Roland d'un joli tir. Deux visages dans ce match. Le premier tiers, complètement à l'avantage du Genève Servette. Je crois qu'il y a pratiquement le double de tirs de Genève contre Lausanne. Et à la fin du premier tiers, on s'est dit, bon, ben voilà, Genève est en train de s'envoler vers une nouvelle victoire à domicile. Ils ont complètement oublié ce qui s'est passé contre Langnau. Et puis après, ça a complètement tourné dans le deuxième tiers. Comment on explique, Serge, que ce match devienne comme ça ouvert après qu'un seul but après 20 minutes? Là, on a un deuxième tir complètement fou. C'est clair, je pense que dans les vestiaires, après le premier tiers, sûrement que l'entraîneur de Lausanne a remonté un peu les bretelles de ses joueurs parce que Lausanne était très passif dans le premier tiers. Il faut également noter que le coup de main qui a été donné avec les nombreuses pénalités du côté de Genève, Lausanne en a profité justement avec leur supériorité numérique. Donc je pense que c'est deux facteurs qui... Il y avait 3 points ce soir, messieurs. Ouais. Encore une lucarne, troisième but qu'on voit en pleine lucarne. Oui, mais il est dévié par Léonet qui marque son premier but. Moi, la question que je me pose aussi du côté de Genève, est-ce que la défaite à Rapperswil n'a pas laissé des traces? Parce que c'est quand même une troisième défaite consécutive du côté de Genève. Écoutez, le staff de Genève, on dit que non, mais peut-être que ce soir, on a vu qu'à domicile, il y a une certaine fébrilité aussi, Roland, qui s'est peut-être installée après la défaite contre Rapperswil à Rapperswil, mais surtout celle à la maison contre Langnau. Oui. Bon, cela dit, Lausanne, moi, ce qui m'intéresse avec Lausanne, c'est que là aussi, tout le monde a un peu marqué. On avait pris l'habitude d'avoir les deux premiers blocs qui marquaient beaucoup à Lausanne et un peu moins les 3 et 4. Là, ce soir, on a Eren qui a la fête, on a Antonetti qui marque un but. Donc, c'est intéressant aussi de voir ça aussi. C'est que Lausanne, Torrey Mitchell, ouais. Voilà, il y a plus de personnes qui sont capables de marquer des buts à Lausanne, ce qui était moins le cas en début de saison. Est-ce que Lausanne aurait tout à coup la réussite qu'il n'avait pas en début de saison? La loi de la moyenne?
Ben, écoutez, on marque 6 buts. On marque 6 buts sur 25, sur 28 shoots ce soir. 6 buts sur 28 shoots, Serge, c'est énorme. Maillard a été chassé avec un 76 C'est une bonne soirée d'opportuniste. Voilà. Donc, au début de l'année, on dominait, on ne marquait pas. Puis là, le puck avait des yeux ce soir. Des trucs en pleine lucarne, un rebond favorable. Mais ce qui décide finalement du match, messieurs, c'est les pénalités. Hein. Là, Tanner Richard Lausanne a chopé 4 minutes. Ces 4 minutes-là, vous voyez, c'est Lausanne marque 3 fois de suite, là, en l'espace d'1 minute 47 à 5 contre 4. Et là, ça tourne le match, Roland. Hein. De 2-2 à 5-2. 5 buts. Il n'y a plus le même discours, il n'y a plus le même match. Non, c'est clair, ça a complètement tourné sur les pénalités. Après, Genève prend des pénalités qui sont un peu bêtes, hein, comme il faut le dire. La pénalité, le 2+2 pour Tanner Richard, a fait très très mal quand même. C'est le game breaker, c'est là où c'était 3-2 puis ça a passé 5-2. Merci, bonsoir. C'est la fin de l'émission. On revoit encore le 5-2 de Vermine hein, qui s'offre un doublé ce soir avec ce joli tir dans la lucarne. Ils ont visé la lucarne toute la soirée, Lausanne. Est-ce que c'était une préparation? Est-ce que Christo a dit aux gars, écoutez, visez Maillard en haut? J'en sais rien. Justement, le retour de Maillard à la maison n'a pas été simple, Serge, ce soir. Steph a donné les chiffres. Hein, moins de 80% d'arrêt, c'est pas facile pour lui. Non, effectivement. Disons que ce soir, il y avait l'occasion de maintenir son équipe dans le match, surtout au deuxième tiers. Il l'a pas fait. Et puis, c'est pour ça que Chris McSorley a pris la décision de le chasser du match après 40 minutes. On n'a pas vu le but de gag de la soirée. Non, il arrive. Il arrive. Parce que finalement, 5-2 après 40 minutes, il faut que Genève marque tout de suite. Regardez, engagement, Fulmin à la Genevoise, depuis l'autre côté de la glace, tire et Zurkirchen se loupe, but encaissé entre les jambes. Roland, à ce moment-là, ça peut faire mal quand même à Lausanne. Ça peut faire mal, mais vous dites but de gag, des buts de Genève comme ça, il me semble qu'on en a toute la saison. Vukovic en a marqué deux dans la même année contre C'est un but à la Max Orley. On tire Ouais. de l'autre côté et en plus, avec la nouvelle règle qui fait que le gardien ne peut pas garder le puck et doit le jouer rapidement, on joue avec cette règle-là. Et c'est peut-être ce qu'il a tenté d'ailleurs, notre ami Volmin. Hein. C'était avoir un rebond ou d'avoir le puck dans zone de l'autre côté. Ouais. Donc pour moi, c'est pas un but de gag, c'est un but à la Max Orley. C'est le deuxième que Zurkirchen prend comme ça cette année. Il en a encaissé un contre Zouk du centre de la patinoire. Après, il y a la blessure de Chimek hein, qui casse peut-être le momentum des Genevois. Et derrière, surtout le 6-3, Stéphane qui scelle là définitivement l'issue de ce derby. Voilà, c'est à 6-3, là, ça venait de s'éteindre du côté des Vernets. Je pense que les gens qui sont déjà partis, parce que là, ça a vraiment... On sentait Genève avec ce but gag. C'est pas un but, selon Roland, c'est pas un but de gag, mais le but de loin, disons, ça a changé. On a dit, oh, Genève, c'est peut-être la chance qu'il leur fallait. Et non, ça n'a pas suffi. Le 6-3 fait très, très mal. Il y aura le 6-4 anecdotique hein, finalement pour la forme du capitaine Noah Rod, mais deuxième défaite consécutive à la maison, troisième défaite en tout. Serge, Genève perd sa superbe. Oui, bon, disons que Genève a joué du grand hockey, surtout à domicile depuis le début de la saison. On avait un peu plus de difficultés à l'extérieur des Vernets. Et puis, ben voilà, comme toute chose, toute bonne chose a une fin et toute série a également une fin. Elle s'est pris fin au cours du dernier match, le week-end dernier. Et puis ce soir, ben, on doit s'avoir vécu. Genève est obligé d'aller gagner à l'extérieur, messieurs, pour faire les playoffs. Parce que là, s'ils en perdent plus un à domicile, ça fait 23 x 3. Ça fait 69. 69, t'es pas sûr de faire les playoffs. Donc, ça faut qu'ils gagnent au moins un match à l'extérieur. Non, mais je rigole évidemment. Ils vont y arriver, mais c'est vraiment que vous allez tout gagner à la maison. Ça commence à sortir ma calculatrice. Tu sais comment ça va. Il y en a eu 13-14 matchs. On a des réactions à l'issue de cette rencontre des deux côtés. Honneur d'abord à ceux qui l'ont emporté ce soir, c'est-à-dire les Lausannois avec un certain Benjamin Antognetti. Benjamin Antognetti, un match un peu spécial hein, ce soir à Genève, victoire du LHC après avoir subi dans le premier tiers. On a subi, c'est clair. On s'en sort bien 1-0. Après 1-0 à l'extérieur, c'est pas forcément un mauvais résultat. Nous, on est resté dans notre plan de match. Fallait pas paniquer. Je pense qu'eux, ils sont sortis très forts. Ils sortent d'une défaite là contre Langnau, donc chez eux, ils voulaient vraiment jouer fort. Ensuite, vous avez été le détonateur à 5 contre 5 de ce 1 partout, hein, au terme d'une supériorité numérique. Et ensuite, ça a été le raz-de-marée, pénalité genevoise, et à chaque fois, vous les avez punis. Ouais, bon, je pense qu'on a eu aussi pas mal de malchance depuis un petit moment. Et là, depuis, je dirais peut-être 3 matchs, peut-être un peu plus, il me semble que les pucks tombent un peu de notre côté aussi. On arrive de nouveau à marquer sur le powerplay, on arrive à faire des jeux plus simples. On a cette petite chance qui manquait il n'y a pas longtemps et puis on en profite. Merci et bravo. Voilà pour les propos de l'équipe gagnante. Voyons aussi comment Genève et son ancien capitaine Goran Bézina analysent cette défaite.
Goran Vezina, défaite à domicile contre le LHC, surtout dû à une grosse indiscipline dans le deuxième tiers. Comment vous avez lâché ce match? Oui, on le tenait, je pense, bien en main. On en a bien joué, mais voilà, tu prends 4 goals en peu de temps sur des infériorités numériques, c'est clair, ça fait mal. Ça fait mal, on a essayé de revenir, mais c'est une équipe quand même qui est solide. Nous, on s'est battu jusqu'à la fin, mais tu peux pas gagner des matchs quand tu prends autant de pénalités, autant de goals, surtout en box-play. Est-ce que c'est inquiétant de voir Genève Servette encaisser 6 buts à la maison 2 fois de suite? Oui, c'est inquiétant, surtout qu'on n'a pas pris beaucoup jusque-là, mais voilà, il faut qu'on resserre la vis, il faut qu'on joue beaucoup plus solide derrière, défensivement, même si je pense que le match n'était pas si mauvais que ça, à part ces pénalités qu'on a prises, et ces 4 goals, mais il faut qu'on discute de notre box-play, qu'on bloque les shoots. Mais de nouveau, on s'est créé quand même pas mal d'occasions, mais de nouveau, c'est inacceptable. L'indiscipline, on le sait, que si tu veux gagner, on n'est pas dans une position où on peut se permettre justement de prendre autant de pénalités que ça. Merci Goran. On apprécie toujours l'honnêteté de Goran Vezina. Il y aura des choses à remettre au clair dans le vestiaire. Stéphane, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Il y aura une bonne remarque de Goran. Il faut qu'on bloque des shoots. 3 tirs bloqués par Genève dans toute la soirée. Oui, c'est pas beaucoup par rapport aux Lausannois qu'on a bloqué une quinzaine, quinzaine, bloqué, je crois. pas mal. Attendez que je vous le dise exactement. 14. Oui, 14 tirs bloqués, donc la différence c'est aussi fait là. C'est le match studio, c'est notre rubrique, s'appelle le top et le flop. Nos invités qui ont choisi chacun un joueur en particulier. On commence par le top. Serge, toi c'est un sniper, surtout en situation spéciale, que tu aimerais évoquer. Effectivement, moi, mon top ce soir, c'est Yannick Heron. Je pense que ce soir, il a vraiment dynamisé l'attaque à 5 du côté lausannois. Il a été vraiment déterminant avec son tir foudroyant. Ce n'est pas la première fois cette saison qu'on le voit marquer depuis la ligne bleue avec son tir puissant. Donc, c'est mon top pour ce soir. Et le flop, il concerne bien sûr Roland Gay qui a choisi de pointer du doigt celui qui faisait son retour au Vernet dans la cage, c'est Robert Mayer. Ouais, Robert Mayer, 13 minutes, 5 buts encaissés. Alors bien sûr, il y a des buts en power play, mais il n'empêche que Gauthier Desclous est quand même en train de sérieusement prendre la première place, prendre la place de gardien numéro 1. Je m'avance un peu, mais sérieusement, on peut se poser la question. Hein. Ouais, poser la question, c'est y répondre. D'accord. Robert Mayer, ça fait des années qu'il est là, puis d'année en année, il y a du talent, mais il y a toujours quelque chose, etc. Moi, je ne pense pas que Robert Mayer sera à Genève l'année prochaine. On va miser sur Desclous, puis peut-être un autre gardien. Oui, surtout avec la prolongation de Gauthier Desclous qui donne déjà peut-être une bonne indication. On passe à un déplacement du Dragon en terre zougoise. Ça sera bien sûr le match qui nous intéressera, mais la formation principale de cette journée, c'est le fait que Zoug était d'accord, vendu Victor Stolberg à l'avant-garde Omsk, entraîné par Bob Hartley qui avait perdu un joueur en la personne de Chris Versteeg. Ils ont mis le grappin sur Victor Stolberg, des négociations qui ont eu lieu. Et là, en pleine saison, il va partir durant la pause nationale en KHL. C'est un coup dur. Il va jouer pour Bob Hartley, l'équipe de Omsk qui est coachée par Bob Hartley et Jacques Cloutier, son fidèle assistant. C'est un coup dur, mais je pense que Zoug, s'ils ont dit oui, c'est qu'ils ont un plan B, là. On ne peut pas dire « va-t'en, puis on verra la semaine prochaine, on fera 2-3 téléphones ». Je pense qu'ils ont un plan B. Moi, je me mets à leur place. Peut-être que Stolberg leur a dit « de toute façon, à la fin de la saison, je ne reste pas ici ». Donc, c'est une perte sèche. Tu le payes toute la saison, puis l'année prochaine, il est parti. Peut-être qu'ils se disent « bon, là, ils vont nous donner peut-être un petit million ». En tout cas, parce qu'on sait qu'en KHL, il y a quand même des moyens. Peut-être qu'ils vont récolter pas mal d'argent. Ils vont libérer un gros contrat. Ils vont récupérer pas mal d'argent qui va leur permettre peut-être d'engager 2 étrangers de top niveau l'année prochaine. C'est peut-être une affaire financière. Si Zoug a laissé aller un joueur du niveau de Stolberg, et Dieu sait qu'il est important, c'est un des joueurs dominants de notre championnat l'année passée, parce qu'il y a une raison rationnelle de le faire. Ça montre la toute-puissance de la KHL qui peut venir piocher dans notre championnat un petit peu comme ils veulent, Serge? Oui, disons que j'ai un petit peu de la difficulté à comprendre la philosophie de Zoug dans ce dossier-là, de laisser partir pratiquement... on est au quart du championnat. Puis Rowe est blessé, hein? On est au McIntyre n'a pas joué ce soir. Non, McIntyre aussi. Alors, est-ce qu'il y avait à l'intérieur un malaise avec Stolberg et puis... son nouvel entraîneur? Je ne sais pas si c'est le nouvel entraîneur ou dans le vestiaire à Zoug, ou peut-être que, bien entendu, l'offre
ne pouvait pas se refuser du côté de Zug. On a mis plusieurs billets sur la table et puis on a dû le laisser partir. Mais quand même, j'espère pour eux qu'il y a un plan B pour pouvoir se retourner parce qu'à quelque part, je veux dire, les fans de Zug qui vont au match et puis qui veulent voir leur équipe gagner, c'est aussi un coup dur pour eux ce soir de voir leur vedette, leur meilleur joueur partir. Des fois, on ne comprend pas la situation. Mais on suivra bien sûr ce qu'il va se passer ces prochaines heures. Si Zug va réagir aussi sur le marché pour trouver quelqu'un. On vous tiendra bien sûr informé de tout ça. Donc, Fribourg qui se déplaçait à Zug. On revient maintenant à la rencontre. Et ça avait commencé par l'ouverture du score de l'équipe de Suisse centrale avec Lino Marchini qui porte le casque jaune, vu que McIntyre n'est pas là ce soir, on l'a dit aussi. Et c'est Zender, le jeune Zender, qui marque au deuxième poteau, Roland. Oui, Zug qui ouvre le score. Là, Reto Berra, voilà, il ne pouvait pas faire grand-chose. La passe vient de côté, donc il était complètement battu. On aurait pu craindre à ce moment-là que Fribourg s'effondre un petit peu, que ça se devienne compliqué pour Fribourg, et Gauthieron va plutôt bien réagir ensuite. Justement, très bien réagir. Et qui d'autre, finalement, que son top scorer, capitaine et joueur dans sa position fétiche, Julia Sprunger, Serge, qui a tout le temps d'armer son tir du poignet fétiche. Ben, c'est clair que Sprunger a cette habilité que peu de joueurs en Suisse ont, c'est-à-dire la capacité de marquer des buts dans toutes les positions. Alors, encore une fois, tir dans la partie supérieure qui déjoue le gardien Zugois. Regardez la passe, là, Stéphane de Miller. Hop, deuxième poteau pour Bikoff et on joue simplement 37 secondes après l'égalisation. Fribourg tourne le match sur deux très belles pièces de jeu. Écoutez, Miller, là, il est le joueur qu'on nous avait annoncé. Fabricant de jeu, bonne vision du jeu, un gars qui fait 3 passes pour un but, c'est pas un grand buteur, etc. Mais là, il nous a, le dernier match, il fait une excellente passe sur le but de Schmutz. Ce soir, il donne un caviar à Bikoff. Il est en train de prendre gentiment sa place. C'est pas un joueur flamboyant, mais il fait des jeux que beaucoup de joueurs n'arrivent pas à faire. Il était beaucoup critiqué en début de saison, hein, Miller. On l'a beaucoup critiqué, on disait, ouais, il fera... Mais du côté de Fribourg, on a toujours dit, attendez, il va s'adapter, il vient de l'NHL, il faut le laisser s'adapter. Et là, franchement, la passe qu'il fait sur Bikoff, c'est un caviar. Hein. Zug restait quand même sur 4 succès consécutifs et va s'écrouler parce que le but de Tristan Vauclair va vraiment faire mal. Il y aura ensuite celui de Kylian Motet dans la cage vide. On notera, Serge, que du côté de Zug, l'entraîneur Dan Tagnes a tout tenté. Il a sorti son gardien à 4 minutes de la fin pour essayer de combler ses deux buts. Ça n'a pas suffi. C'est donc Fribourg qui enchaîne un deuxième succès consécutif, un succès convaincant à la Bossard Arena. Moi, je pense qu'on a eu une excellente prestation défensive de la part de Fribourg ce soir, qui ont attendu justement leur occasion pour pouvoir marquer des gros buts à Zug ce soir. Je tiens peut-être à relever que, à part le dernier but de Motet, bien entendu, que la cage était vide. Tous les autres buts, on a mis énormément de circulation, du trafic devant Tobias Stéphane ce soir pour l'empêcher justement d'être à son aise. Donc, il y a souvent eu, je veux dire, un joueur directement devant lui à le déranger ce soir. Ça a porté ses fruits. Grosse victoire à Zug, c'est pas facile d'aller gagner à Zug. Ouais. C'est pas facile d'aller gagner à Zug, je vous garantis. Grosse victoire de Fribourg-Gotteron. Et un but de Tristan Vauclair, c'est une tradition en général quand les joueurs viennent au Peucaliste le lundi, en général ils marquent le mardi. Donc Tristan Vauclair a marqué, c'est grâce au Peucaliste, merci. Donc du coup, ils vont le téléphone, il va sonner. C'est ça, normalement c'est le téléphone qui va sonner. Là, Serge, t'envoies tes joueurs à partir de la semaine prochaine? La semaine prochaine. Oui, effectivement, régulièrement, chaque lundi. Miéville est déjà venu, je ne sais pas si ça a marqué. Excellent. On va passer à une autre rencontre. À force de rigoler, il y avait quand même un match très sérieux qui était au menu sur la carte. Quand même, Lugano-Berne, c'est toujours un match en principe qui vaut le détour, qui vaut le coup d'œil. Et on n'a pas été déçus ce soir puisque la Corner Arena a été animée de très bons matchs avec l'ouverture du score des Bernois qui vont tirer en premier et qui vont se mettre devant au Tessin. Mais le but, Stéphane, a été vu et revu à la vidéo. On a pris du temps pour valider finalement la réussite de Charlie. Cette déviation, ton sentiment, la canne paraît bien haute. La canne paraît bien haute. Encore une fois, comme Roland l'a dit si bien, Roland, il est toujours à la fine pointe du règlement. Il est à bonne école. Pour renverser la décision sur la glace, il faut avoir une preuve irréfutable que le contact avec la canne a été en dessous de la barre, ce qui n'était probablement pas le cas. Il faut savoir qu'il y a toujours un mouvement du haut vers le bas et c'est au moment du point de contact, c'est pas facile.
Mais ça, c'était pour le 1-0. Le 1-1 est signé d'Apala, le nouvel étranger qui profite d'une très belle passe de Sanit. Et il y aura ensuite la réussite de Yann Mourchak pour redonner quand même l'avantage à Berne, qui a mené 2 fois du côté de Lugano ce soir. C'est important de le souligner avant de passer à la suite de ce résumé. Mourchak, là, en rupture, va profiter du 2-1. Et le 2-2, signé Lapierre, qui trouve la faille sur... Ça, c'est le but de Mourchak. Ça, c'est le but. Ouais. Alors, on a vu le but de Lapierre. Ouais. Ça, c'est le ralenti du but de Mourchak. Un très bon tir côté mitaine. Mais n'empêche que ça, c'est le 2-1. Le 2-2, il y avait une belle passe d'armes dans cette rencontre jusqu'à ce moment-là, Serge. Oui, je pense que c'était un match assez équilibré jusque-là. Et puis, Lugano a pris le large sur la fin, justement, pour se sauver avec la victoire ce soir. On vous le remontre, hein, le 2-2, pour bien le comprendre, le but de Lapierre qui profite d'une petite ouverture laissée quand même par Giannoni là, sur son poteau gauche. Ouais, Giannoni, c'était peut-être pas son meilleur match ce soir, accordé 4 buts, 26 tirs. Là, il se fait battre côté rapproché. Là, celui-là, il est pour lui parce que ses joueurs sont bien en place, regardez. Il est pour lui, celui-là. Ouais. Clairement, il le sait d'ailleurs. Une largesse. Oh oui. Et regardez le 3-2, parce que c'est un moment important hein, dans la saison de Lugano. En rupture, il s'appelle Linus Claesson. Il connaît un début de saison compliqué et il marque le 3-2. Regardez aussi sa joie et ses coéquipiers hein, qui sont contents pour lui. On a l'impression que c'est son premier but de sa carrière, comme ils réagissent sur la glace, Roland. Non, puis là, il marque. Regardez, il a 2 joueurs sur le porte-bagages et un gardien en face. Hein. Franchement, le but est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'on le voit dans... Il y a une sorte de libération. Il y a vraiment une sorte de libération. Donc Claesson, il avait besoin de marquer des buts. Et là, vraiment, ça l'a libéré. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour Lugano, Stéphane, de pouvoir compter sur un Linus Claesson qui pourrait revenir aux affaires. On va vous montrer en attendant le 4-2. Mais c'est quand même important de compter sur un joueur étranger de retour. C'est sûr, il y a du talent. C'est un fabricant de jeu. C'est un gars qui rend tout le monde autour de lui meilleur. Il y a des petites largesses défensives, évidemment, mais on peut vivre avec. Et là, Linus Claesson est revenu. Ce week-end, il a fait des points contre Davos. Et là, mine de rien, Lausanne et puis Lugano, qui étaient en dessous de la barre, 3 victoires consécutives. Peltonen, tout est beau. Gagarin, tout est beau. Ouais. C'est la première fois de la saison, Serge, que pour Lausanne et Lugano, on arrive à enchaîner 3 victoires de suite. C'est des bonnes nouvelles parce que ça va rendre le classement encore plus excitant, plus équilibré. Donc, pour les amateurs... On appelle ça la parité dans le championnat. À part Bienne qui fait flèche de tout bois, les autres, ça se tient pas mal. C'est ça qui est bien cette année. On a Bienne qui, justement, est supérieur aux autres. On a Davos qui est dans le trouble. Et ça nous donne un championnat qui est juste passionnant. Cette année, c'est vraiment très, très intéressant. Exactement. Que demander de plus, en effet. On va passer à une rencontre supplémentaire. C'est la dernière qui est au menu de notre back-check. C'est Langnau face à Zurich. De là à dire que les Emmentalois deviennent la bête noire des Zurichois, il n'y a qu'un pas qu'on n'oserait pas franchir. Eh bien, regardez, c'est la 3e confrontation. Les 2 premiers duels avaient tourné en faveur des hommes d'Heinzellers. Et ce soir encore, eh bien, succès à domicile dans un Ilfis forcément rempli de joie. Neukom ouvre le score. Et c'est un petit peu un joueur qui carbure bien en ce moment, Serge, ce Benjamin Neukom, l'ancien fribourgeois. Effectivement, c'est un joueur d'énergie. C'est un joueur qui amène énormément de vitesse dans le dispositif de Langnau. Et puis on voit ici qu'il se rue sur le retour de lancer, justement, comme pour prendre le retour. Et puis c'est un beau but. Regardez celui-ci, hein, tout en vitesse et en qualité, combiné entre Gagnon et Di Domenico pour le 2-0. C'est un joli but, Stéphane. Écoutez, regardez, il y a une bonne entrée de zone, Budenbacher qui se prépare un peu flat-foot. Il arrive avec beaucoup de vitesse. La vitesse des défenseurs n'était pas adaptée. Une passe du revers. Le passeur bat les 2 défenseurs au but. Ça, c'est le genre de but qu'un entraîneur n'aime pas. Ouais, et qu'une équipe a peut-être de la peine à digérer parce que Langnau derrière va encore aller inscrire le 3-0 avant la 2e sirène festival. Hein, donc on retrouve Lindenbacher cette fois-ci bien seul face à 3e Emmentalois et c'est Gagnon, Roland qui marque. Oui, là c'est vraiment un revirement extrêmement rapide de Langnau et là il arrive vraiment à battre le gardien zurichois Schlegel.
Ouais, ça a déroulé ce soir pour. On ne doit pas pour arriver à Lugano. cette situation, on ne doit pas perdre ce puck-là. Ben non, Dave Sutter, il joue à la Piquet Souban. Il se retourne, il se met du revers comme Piquet Souban, sauf qu'il n'a peut-être pas la technique de Souban pour la finition. J'aime beaucoup Dave Sutter, mais là, il a essayé de voler un petit peu trop haut. Là. Il est sorti de sa zone de confort et puis ça a donné une contre-attaque. Et moi, on va continuer parce qu'on arrive à l'image suivante. Ouais, il n'y aura pas d'image suivante parce qu'il y aura un but encore dans la cage vide. Stéphane, on ne va pas vous le montrer. Ah si, allez, on vous le montre. Je voyais arriver, moi. Ah, c'est le 3-1. C'est le 3-1 d'abord. On va faire dans l'ordre. Hein. Le 3-1 de Drew Shore qui réduit le score à ce moment-là. Il reste encore beaucoup de temps au chronomètre, Serge. Le 3-1, Zurich qui n'a pas été bon ce soir une nouvelle fois. C'est un petit peu le crédit de cette équipe, c'est que ils ont une qualité énorme dans leur effectif, mais on a l'impression qu'ils décident un petit peu des matchs qu'ils veulent jouer. Bon, le problème un peu de Zurich, ça dure un peu depuis certaines années maintenant. C'est une équipe qui a tellement de talent que ça arrive de temps en temps dans les matchs, ils ont tendance à s'endormir. Donc ce soir, c'était un exemple qui n'ont pas joué ce match-là à fond, avec le maximum de concentration. On voit le revirement de Sutter juste avant. C'est des erreurs, je veux dire, que ces joueurs, avec la qualité qu'ils ont, que bien entendu, ça devient des erreurs banales. Donc, on s'endort un peu du côté de Zurich. Et puis, mais Langnau, c'est la troisième fois qu'il en profite. Zurich avait 9 shoots au but après 2 tiers, messieurs. On finit avec 20 shoots au but ce soir à Langnau. Moi, j'ai est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Roman Chervenka? Moi, je le cherche depuis le début de la saison, Chervenka, et j'ai l'impression, je ne sais pas, est-ce qu'il est toujours à Fribourg? Est-ce qu'il est dans le bus? Est-ce qu'il est arrivé à Zurich? Comment ça se passe? Parce que là, franchement, il n'a encore marqué aucun but, si je ne m'abuse. 0 but, 7 assists. Depuis le début de la saison. C'est vrai que ce n'est pas le même joueur qu'on a connu la saison Rien à voir avec dernière. celui qui était à Il n'a pas le même rôle, c'est toujours la même chose quand vous arrivez dans une équipe remplie de talent. L'année passée, c'était premier PP, il était sur la glace 20-22 minutes par match, des soirs 25. Ça ne passait que par lui. Mais là, il est dans une équipe où un soir, si Roman il prend un soir de congé, le coach il va dire il y en a. Il n'a peut-être pas le mental le plus fort pour pouvoir s'imposer non Moi, plus. je pense que Peterson, cette année, messieurs, il a raté 5 premiers matchs. Peterson, on ne le voit plus. L'année passée, on le voyait armer des shoots. C'est le gars qui a le plus de tentatives de shoot dans toute la ligue l'année passée. Cette année, aux abonnés absents. Donc, autre entraîneur, autre dynamisme, autre choix d'entraîneur. Et du coup, vous pensez que Chervenka il regrette son départ de Fribourg? Bon, il est peut-être mieux payé à Zurich, vous me direz, mais... On a aussi dit dans les médias de manière ironique qu'il était peut-être plus près de l'aéroport pour rentrer chez lui. Donc finalement, ça lui facilite peut-être la Non, mais vie. moi, je trouve ça dommage. Moi, j'étais totalement fan de ce joueur l'année passée à Fribourg, puis cette année... Par contre, il faut quand même dire que Zurich, la saison passée, nous a appris qu'il faut attendre les playoffs quand ça compte pour... On est d'accord. On se méfie, on se méfie. Ouais. On est qu'à fin octobre, hein, les gars? Mais Kosman a retrouvé de l'emploi depuis, donc peut-être... je sais pas. On ne sait jamais, la saison peut vite rebondir. Ah, pardon, d'accord. La saison peut vite rebondir. C'était notre image du jour. C'est le coup de colère de Damiano Ciaccio qui va alors vraiment s'en prendre à son défenseur, Stéphane, là, parce qu'il y a une scène d'un tir de loin, il n'y a personne devant, Cadonneau qui dévie sur la barre transversale et ça n'a pas du tout plu au gardien neuchâtelois. Parce qu'il n'y a personne. Donc, Cadonneau, là, le défenseur, il ne doit pas toucher à cette rondelle. Il n'y a personne, il n'y a aucun joueur zurichois. Enlève-toi, touche pas. Si tu ne peux pas le bloquer avec le corps, touche-le pas avec la rondelle. Il a fait une parfaite déviation. Et puis Ciaccio, il avait l'air de dire, mais tu fais quoi, mon grand? Puis boum, un bon petit coup sur les fesses. Vous n'avez rien compris. Il le félicite parce qu'il l'a dévié sur la barre transversale. Ah, d'accord. C'était... Je crois que c'était Glauser. Tout était calculé. Ouais. Voilà. C'est Glauser ou c'est Glauser. Je pensais que c'était Cadonneau. C'est Glauser? C'est Glauser. OK, bref, en tout cas, c'était la plus belle déviation de la soirée. Mine de rien, Serge, 3e victoire consécutive pour Langnau qu'on doit gentiment prendre au sérieux. Oui, bien sûr, ils sont bien positionnés au classement en ce moment. Ils ont eu d'excellents matchs. Et puis, il y a un truc qu'il faut se souvenir, c'est jamais facile d'aller gagner à Langnau. C'est toujours des matchs qui sont très difficiles. Et puis, que le dispositif défensif qu'ils appliquent à tous les matchs, ils vont chercher des points également à l'extérieur. Donc, les points pris en début de saison, on ne peut pas leur enlever. Ils vont être là à la fin. Donc, ça va être un client, une équipe dangereuse pour les 8 premiers à la fin de la saison. Oui, c'est 3 victoires de suite et même 5 succès maintenant lors des 6 derniers matchs pour la troupe d'Heinz Sellers. Allez, c'est l'heure de récapituler tout ce qu'il s'est passé ce soir. Résultats et ensuite classement de National League pour vous dire que Bienne n'a pas fait dans la dentelle face à Ambri Piotta, que Lausanne est allé s'imposer
les Auvernais 6-4, que Davos s'est imposé difficilement au tir au but contre Rapperswil, que Lugano retrouve de sa superbe et bat le CP Berne, que Langnau n'a pas tremblé à domicile face aux Zurich Lions et que Fribourg a signé un très beau succès à l'extérieur du côté de la Bossard Arena. En tête, triplé bernois que l'on retrouve, que l'on avait déjà vu. 5e Fribourg, Lausanne, messieurs, qui monte 7e. Par contre, Genève qui descend 10e. C'est très serré dans ce classement et ça ne tient qu'à un fil, mais c'est vraiment un championnat passionnant à suivre. Il y avait aussi quelques matchs en Swiss League, l'occasion de vous montrer les résultats et le classement que je crois Serge Pelletier va apprécier de regarder parce que, regardez le dernier match, Turgovie qui bat Holton 5-1, Langenthal 4-2 contre Winterthur et les Getseka Lions dans le match du bas de classement battent les Ticino Rockets 3-1. Du coup, au classement, Serge, vous restez leader. Quoi qu'il se passe, vous pouvez préparer sereinement la rencontre de demain contre Cloton. Effectivement, disons que on voit un retour justement de Langenthal en force qui viennent maintenant à 27 points. Il y a Holton qui a perdu son match ce soir, qui nous talonnait derrière. Donc, il va falloir gagner demain. On va suivre tout ça. Ça sera bien sûr à suivre sur MySport. On fera le déplacement au Mélèze, le studio et le commentaire aussi avec Stéphane qui sera au micro. C'est le prochain rendez-vous qui est au programme de MySport. Merci beaucoup Serge Pelletier, merci beaucoup Roland Guay et merci Stéphane pour cette soirée. Merci aussi à la régie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Passez une très bonne soirée et on se retrouve demain pour vivre une soirée consacrée le mercredi à la Swiss League. Passez une bonne nuit. Bye bye.